vos caméras et vos micros pour nous permettre d'intervenir dans de bonnes conditions. Ce sera aussi plus simple pour vous de suivre cette conférence. Donc, merci à vous. Je vous entends pas. Donc, je crois que là, on est pratiquement tous déconnectés, sauf les participants. Donc, les intervenants, ça permettra donc d'avoir les images des intervenants. Si vous voulez bien vous déconnecter, enlevez votre caméra et votre son, s'il vous plaît. Donc, on va peut-être commencer. Alors, bienvenue à toutes et à tous donc, pour cette visioconférence intitulée « Accompagner ses enfants tout au long du parcours scolaire ». Donc, cette visioconférence s'inscrit dans le cadre des activités menées par le rectorat de Strasbourg, les services d'orientation du rectorat, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Donc, ce soir, cette activité s'adresse plus particulièrement donc, aux parents d'élèves. Et donc, je suis Gratiana Boscato, je suis adjointe du chef de service pour l'information et l'orientation du rectorat. Et ce soir, donc, nous avons deux intervenants spécialistes des questions d'orientation, Madame Danielle Potmilczak, qui est directrice du CIO de Strasbourg. Bonsoir. Voilà, que nous voyons à l'écran. Et Monsieur David Gless, qui est directeur territorial de l'ONICEP pour la région Grand Est. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour ce qui me concerne, moi, je vais assurer un petit peu le fil rouge et les transitions donc, durant cette conférence. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc, comme vous êtes nombreux, vous êtes inscrits à cet événement, je vous propose de faire brièvement connaissance à travers un petit sondage. Donc, nous avons le support technique d'une collègue qui va participer donc, à ce sondage. Voilà. Donc, pour pouvoir participer à ce sondage, donc, je vous invite à utiliser plutôt vos smartphones et pour vous connecter donc, à l'adresse qui est sur l'écran, qui apparaît sur l'écran, donc qui est booklab.com/persévère. Alors, soit vous vous connectez via cette adresse, soit vous pouvez donc scanner le code barre qui apparaît également à l'écran. Donc, une fois que vous aurez fait l'une de ces deux activités, si vous souhaitez donc répondre aux deux petites questions, voilà, on vous demande donc une première question de vous positionner. Donc, l'adresse apparaît toujours à l'écran. Donc, vous pouvez nous dire si vous êtes un parent d'élèves de collège, de lycée, un parent d'étudiant ou un parent d'enfants non scolarisés actuellement ou quelqu'un qui ne correspond pas donc, à ces catégories. Donc, une fois que vous aurez mis le nom, le numéro, vous l'envoyez. Et donc, pour l'instant, on voit que c'est beaucoup de parents de collégiens qui sont connectés. Voilà, on va peut-être attendre encore un tout petit peu avant de passer à la question suivante. Ah, cette fois-ci, donc, non, c'est toujours le collège qui tient la corde. Donc, ça semble... Le lycée rattrape le collège. On va peut-être donc s'arrêter pour cette première diapo, on va s'arrêter là. Donc, on voit que majoritairement, donc, il y a quand même 55% donc, des personnes connectées qui sont des parents d'élèves de collège. Et on va donc passer à la deuxième question, donc toujours à la même adresse. Donc, cette fois-ci, on vous demande quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous inscrire à cette réunion. Donc, est-ce que c'est l'orientation de votre enfant, les résultats scolaires de votre enfant, l'absentéisme de votre enfant, le bien-être de votre enfant ou pour une toute autre raison?
Même exercice, hein, chacun choisit donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 selon son cas de figure. Et donc là, nous voyons que c'est les problèmes d'orientation, ce qui est un peu normal, donc qui domine donc dans les motivations pour vous inscrire à cette conférence. Donc on va conclure là pour ce petit exercice. Donc c'était simplement pour voir un petit peu donc quelles sont les personnes qui sont connectées. Et donc les dernières remarques, donc avant de passer la parole donc à nos deux conférenciers, donc il est prévu 2 temps. Un premier temps autour de 35-40 minutes, donc où nos deux intervenants vont faire une présentation donc de la thématique. Et ensuite, il nous restera une vingtaine de minutes donc pour répondre à vos questions que vous pourrez poser via le chat ou à travers le micro. Alors pour ce faire, je vais donc vous rappeler quelques règles de fonctionnalité donc de cette visioconférence. Vous avez un petit bandeau donc qui vous permet de voir la caméra, le son et vous connecter ou vous déconnecter. Donc vous pouvez donc, comme vous l'avez déjà fait, couper le micro et la caméra, ce qui permet donc une meilleure qualité donc du son. Et ensuite, donc, quand les exposés seront terminés, vous aurez la possibilité donc, de nous interroger par le micro. Hein. Donc là, vous avez la possibilité donc, de lever la main et de dire que vous êtes intéressé donc, pour poser une question. Vous avez également la possibilité donc, d'activer le pouce pour dire que vous apposez, donc vous souhaitez surenchérir sur la même question. Ceci évitera des doublons. Et vous avez la possibilité tout au long donc, de l'exposé et à la fin de poser des questions donc, dans le petit onglet conversation donc, qui apparaît derrière l'icône conversation. Voilà. Alors ça, c'est pour les règles techniques. Nous allons essayer de répondre au mieux donc, à vos interrogations. Nous vous demandons de garder des questions personnelles donc, que vous pourrez poser dans un lieu plus adapté. Et donc ceci afin de permettre à tout le monde de se retrouver dans les idées et les débats qui vont avoir lieu. Et bien voilà, donc je vais passer la parole à David Less qui va commencer l'exposé. Voilà, David, à toi. Merci beaucoup, Gradiana. Donc, effectivement, David Less, je suis le directeur territorial de l'ONICEP Grand Est. Aujourd'hui, nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble autour d'une thématique qui a rencontré un franc succès, accompagner ses enfants tout au long du parcours scolaire. Alors, avec ma collègue Danielle Podmilzac, notre ambition est modeste en une heure. Hein. C'est vous proposer un espace de réflexion, de discussion, vous permettre peut-être de prendre un peu de recul par rapport à cette question et au sortir de cette visio, vous donner quelques clés et des points de repère pour mieux appréhender au bon sens du terme votre rôle d'accompagnateur. Je pense que ça, c'est un premier objectif que l'on a envie de se fixer ce soir. Le deuxième, très proche du premier, c'est ouvrir le dialogue avec vous, même si on est là dans un cadre un peu particulier, en distanciel. Mais ouvrir le dialogue pour que, à votre tour, dans un second temps, avec vos enfants, vous puissiez poursuivre ce dialogue fort de quelques éléments, éclairages supplémentaires, peut-être moins d'angoisse, moins d'anxiété et des pistes pour aller un tout petit peu plus loin. Voilà en ce qui me concerne les objectifs que je souhaite atteindre avec vous ce soir. En effet, je rejoins tout à fait, bien entendu, les objectifs que David Less vient de vous présenter. Donc, Danielle Podmilzac, j'exerce en tant que psychologue de l'éducation nationale et directrice du CIO de Strasbourg. Voilà, je dirais que notre idée principalement, c'est de nous rendre tous, et vous particulièrement dans cette tâche difficile, attentifs
à la manière d'aborder les sujets de discussion et de dialogue avec vos enfants, notamment quand ces sujets peuvent conduire parfois à quelques frottements. Donc, vous inviter à prendre des angles de vue un petit peu différents, comme le photographe, d'aller voir la problématique par différents bouts pour peut-être partager le point de vue et la voir dans sa globalité. Voilà, donc en résumé, c'est vraiment essayer de créer les conditions pour éliminer les accrochages hein, dans cette communication qui va être essentielle entre les parents et leur adolescent, leur enfant. Voilà ce que Alors, j'avais. merci Daniel. Alors, effectivement, au cœur de la conférence de ce soir, il y a ce mot d'accompagner, un mot que tout le monde utilise dans le champ de l'orientation, dans le champ éducatif, sans qu'on sache toujours très bien à quoi il renvoie. Donc, on a souhaité peut-être l'éclairer par l'étymologie du terme, pas pour faire savant, mais pour voir vers quoi cela peut nous porter. Alors en fait, le mot accompagnement est organisé autour d'un radical, cum panis, donc d'origine latine, qui veut dire, et je trouve ça déjà très éclairant, celui qui mange le pain avec. Et s'ajoute à ça, articulé à ça, il y a un préfixe, ad, qui ensuite a été transformé au fil du temps en hack, qui introduit la notion de mouvement. Donc je pense que rien que par l'étymologie du terme, il y a déjà là un centre de gravité de ce que pourrait être l'accompagnement. Être dans une notion de partage avec un autre, l'autre c'est votre enfant, et l'inscrire dans le temps qui passe, dans un continuum qui sera amené à être aussi rythmé par des choix et des questionnements. Donc là, c'est ce que j'appelle la double origine du mot, qui est d'ailleurs consolidée par les synonymes que l'on utilise souvent quand on parle d'accompagnement. Alors, il suffit de consulter le petit Robert ou le Larousse pour voir que autour de ce mot accompagnement, il y a tout un champ lexical où sont convoquées les notions de guide, les notions d'être associé à, d'escorter. Et à chaque fois, je pense qu'on sent la primauté du lien. Je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, ce lien qui unit l'accompagnateur ou l'accompagnatrice que vous êtes avec celui qui accompagnait votre enfant. Alors, on en vient à, d'entrée de jeu, peut-être une question assez centrale, assez sensible, c'est comment penser cet accompagnement avec une suggestion, la suggestion d'une bonne distance à trouver et deux écueils à éviter, ne pas être trop près au risque d'étouffer et pas trop loin sous peine de négliger. Alors, je me permets très rapidement de vous associer à une petite fable que je trouve très, très parlante. On la doit à un philosophe allemand, Schopenhauer, qui avait un jour décrit le comportement d'une famille de hérissons qui, sur le bord d'une route d'hiver, transi par le froid, cherchait désespérément à se réchauffer. Et alors, ce qui s'est passé dans cette mécanique, c'est que les hérissons avaient le réflexe de se rapprocher, mais en se rapprochant, ils finissaient par se piquer. Et en se piquant, ils se repoussaient. Et ainsi de suite, par des rapprochements successifs et par ces picotements, ils ont fini par trouver cette bonne distance qui leur permettait d'avoir suffisamment chaud sans trop se piquer. Voilà, c'est une petite fable qui peut peut-être nous montrer un cap à tenir. Et c'est au carrefour un peu de tout cela que l'échange de ce soir va pouvoir s'organiser. Alors, je vais continuer avec tout de suite une petite divergence. Accompagner et lâcher prise, ça n'a pas l'air d'être la même chose. Et si je reprends l'exemple des hérissons, on va se rendre compte que dans leur vie, les petits hérissons, quand ils naissent, ils sont tout doux.
et ils sont, pour être réchauffés à ce moment-là, sous le ventre de leur maman et vraiment tout proche. Ça signifie quelque part que dans ce rôle parental que vous avez, mais il y a une continuité et une transformation. C'est-à-dire que la distance qu'a évoqué David, elle est importante tout au long de la vie de l'enfant et tout au long de son parcours, mais elle change et il y a un éloignement qu'il faut trouver, mais pas d'une manière brutale, évidemment. L'accompagnement, c'est aussi une posture éthique qui vise l'autonomie. Et pour permettre à son enfant d'arriver à cette autonomie, bah, il faut d'abord sécuriser et le mettre en confiance. Donc là, je prends un autre exemple, je quitte les hérissons pour prendre celui du petit cycliste que le parent, là c'est en l'occurrence sur cette image, c'est un papa, ça peut être une maman, est en train d'accompagner en le tenant parce qu'on sécurise, on lui a mis son casque, on veille à ce que les gestes soient acquis. On est là tant que l'équilibre, il ne l'a pas trouvé tout seul. Et à un moment donné, l'enfant trouve son équilibre, on le lâche et il ne s'est pas rendu compte qu'il a été lâché. Donc ça, c'est l'idéal, hein, pour le vélo, c'est facile parce que s'il tombe, il ne tombe pas de très haut, il va se faire un petit peu mal ou même pas, voilà. Maintenant, dans le parcours, scolaire et dans l'orientation, c'est un petit peu plus compliqué parce que les craintes des parents aussi sont plus grandes. Mais c'est vraiment, cette idée-là qu'on voulait, présenter ce soir. Donc cette sécurisation qui est importante, leur dire et leur faire comprendre que les parents, sont là, mais en même temps leur font confiance. Donc savoir se dire, «Pourquoi pas? Tiens, il a une idée qui n'est pas la mienne, mais pourquoi pas?» Tout en transmettant des valeurs, qui sont les siennes, hein, en tant que parent. Et donc ça, c'est vraiment important. Il y a ce rôle aussi de passeur. Alors des exemples de valeurs, c'est important de tenir ses engagements, ça peut être important d'arriver à l'heure, de rendre un travail soigné, parce que rendre un travail soigné, c'est aussi le respect de la personne à qui on rend un travail. Vous voyez que là, je fais déjà un petit peu référence à l'école. Et ces valeurs, elles font tout à fait écho d'ailleurs aux attentes des établissements scolaires, mais plus tard aussi dans la vie, elles font écho aux attentes des futurs employeurs, des entreprises. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le chemin que l'on voudrait, chacun d'entre nous, hein, en tant que parent, partager avec son enfant. Et parfois, bah, il y a des tensions et donc le dialogue, est un petit peu difficile. Les perspectives peuvent se brouiller. Donc à ce moment-là, ce qui peut être important pour les parents, c'est accepter de reconnaître ses inquiétudes. Elles sont légitimes. C'est difficile d'être parent, c'est difficile dans une société, je pense que ça l'a été de tout temps. Ça l'est aujourd'hui avec les difficultés que la société nous donne par rapport à l'emploi, par rapport, à l'écologie, de manière plus générale par rapport à l'économie. On peut être un petit peu inquiet pour son enfant et pour autant, cette inquiétude, il faut être attentif à ce qu'elle n'étouffe pas, je reprends, les termes évoqués tout à l'heure, à ce qu'elle n'étouffe pas les projets que peuvent avoir les jeunes. Donc ça demande, à tout moment de mesurer, d'être patient, d'être souple et de garder les portes ouvertes, de vraiment de laisser les possibles, arriver, ne pas vouloir, sceller trop vite, un destin quand tout à coup, votre adolescent vous parle d'un projet. On a vu tout à l'heure que c'était ce qui, vous avait majoritairement attiré dans cette, présentation de ce soir. On peut avoir un petit peu la tentation de se dire: «Ah oui, ce projet-là, c'est bien, c'est bien. C'est vrai, ça c'est quelque chose de sérieux,
ça me rassure. Alors, c'est vrai que nous, dans les centres d'information et d'orientation, il nous arrive parfois de croiser des jeunes qui ont une certaine forme de lucidité et qui peuvent aller jusqu'à nous dire, bon voilà, ça c'est le projet pour mes parents, pour qu'ils me laissent tranquille, puis mon vrai projet, il est un petit peu différent. Vous voyez? Donc, ce que j'essaie de vous dire là, avec toute la difficulté que ça représente, c'est que il faut aussi leur faire confiance et écouter. Après, on peut avoir un avis qui divergent un petit peu et on peut discuter. Ils ont besoin aussi d'avoir des repères. Donc, c'est important que vous leur donniez ces repères. Alors, la diapo suivante, merci. Voilà, alors, j'ai un petit peu dépeint ce qui est le travail de parent. Maintenant, vous l'avez constaté, il n'y a pas de manuel ni de formation pour devenir parent. C'est quelque chose d'assez difficile et d'interactif parce qu'il n'y a pas non plus une typologie. On pourrait sûrement en trouver, mais est-ce qu'on trouverait vraiment toutes les singularités? Une typologie d'adolescent, c'est-à-dire que vous allez avoir ce jeune garçon qui pourrait aussi bien être une fille et qui a tendance à répondre: «Oui, t'inquiète, je gère». Vous avez peut-être l'habitude, vous avez peut-être entendu ça. Ou alors avoir un enfant qui est très anxieux, très inquiet et qui se pose toutes ces questions et qui est lui-même ou elle-même rongé par ces questions. Alors, c'est important de savoir que l'adolescence, c'est un adulte en devenir et c'est plus tout à fait un enfant, mais c'est pas encore un adulte, donc il n'a pas cette force. Il est très vulnérable. Il est dans une période où le regard des autres va être vraiment très important. Et là, tout à coup, on lui demande de nous dire ce qu'il veut faire plus tard. Et on lui demande en classe, donc on lui demande devant tout le monde, on lui demande en famille, donc tout le monde veut savoir ce qu'il va devenir, ce qui lui appartient en fait, et ce qui le conduit à lui-même se poser des questions, je dis lui ou elle-même, hein, se poser des questions qui sont très personnelles finalement. Les questions qu'il va se poser, c'est quels sont mes goûts, quels sont mes talents, quelles sont mes passions, qu'est-ce que j'aime faire. Ce sont aussi des questions existentielles, donc très intimes. Qu'est-ce que c'est pour moi une vie qui a du sens? Est-ce que c'est une vie où je gagne beaucoup d'argent? Est-ce que c'est une vie où j'aide les autres? Quelles sont les valeurs que je vais avoir envie de développer? Et tout ça dans un moment où on est très sensible à ce que les autres vont penser de nous. On voyait que ça rend les choses, ça rend cette phase compliquée et ça demande du coup aux parents une très, très grande attention. D'autant que, comme je vous l'ai dit, les manifestations et les modes d'expression d'un adolescent à l'autre vont être radicalement différents. Donc, certains vont exprimer leurs sentiments par un semblant de m'en-foutisme. Ça m'est égal, je gère, t'inquiète pas, voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière? Ça, c'est une question à poser peut-être ou à se poser. Ou alors vous allez avoir l'hyper inquiet et entre les 2, toute une kyrielle, toute une palette de manifestations de leurs sentiments. Alors, pour terminer sur ce enfin terminer, on est loin d'avoir terminé le sujet. Non, non, mais je suis d'accord, David, on peut passer à la question suivante, à la diapo suivante, pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que je viens de vous livrer. Qu'est-ce qui est important? Si on va chercher, dans les écrits de psychosociologues ou de psychologues sur ces questions d'orientation, moi j'ai voulu en retenir deux qui me paraissaient importants à vous partager ce soir. C'est une citation de Jean-Pierre Boutinet pour qui le projet est un futur désiré. Donc c'est important de laisser la place
dans le projet de votre enfant à son propre désir. Et ensuite, une deuxième citation d'une psychologue chercheur qui travaille également sur ce sujet et qui laisse les portes ouvertes, encore une fois, en disant qu'un rêve non réalisé n'est pas perdu pour autant. Parce qu'on a souvent l'impression, quand un jeune s'entend dire que le projet qu'il a fait va peut-être être difficile au vu de ses résultats scolaires, que pour lui, le monde s'écroule sous ses pieds. Et donc, non, il faut peut-être avoir un projet, un chemin pour l'atteindre et un itinéraire bis. Donc, et peut-être que l'itinéraire bis prendra plus de temps et on y reviendra plus tard, mais ce n'est pas perdu. Ça, c'est aussi un discours que vous pouvez tenir à votre enfant si ça se présente. Alors, effectivement, le titre de la diapo que vous avez sous les yeux résume bien les enjeux qu'a bien mis en avant ma collègue Danielle. C'est que la question du projet, du choix, est confrontée à un carrefour qui est sensible, puisqu'il met en jeu des réalités et des ensembles qui sont euh, interreliés et pas toujours convergents et concordants. Et c'est là que ça nous confronte, nous en tant que parents, mais aussi nos enfants, à la gestion d'une grande complexité et d'une grande incertitude. Donc, comment faire en sorte de mettre en tension ces trois éléments, le projet de l'adolescent, son désir, le projet et voire les dictats de l'institution scolaire qui va affirmer qu'à certains moments, il faut faire des choix et il est difficile d'y déroger. Et votre projet à vous, pour votre enfant, comment faire tenir tout ça ensemble pour aboutir, et ça je pense que c'est important, à une situation qui sera forcément singulière et unique, qui correspondra à votre enfant. Et il faut réussir à bâtir cette solution qui est forcément de l'ordre du sur-mesure et qui met en jeu des notions aussi différentes que les capacités, les intérêts, le conscient et l'inconscient, la temporalité qui peut être différente. Vous avez des adolescents qui sont, Daniel l'a dit, qui sont peut-être déjà un peu en avance dans leur projet, d'autres qui sont dans une forme d'inertie. Donc à chaque fois, il faut réussir à conjuguer avec ces différents éléments pour, malgré tout, maintenir, et le terme a déjà été évoqué tout à l'heure, maintenir une forme de lien, un lien entre ces ensembles, un lien entre ces personnes, puisque derrière les ensembles, il y a bien des personnes qui les font vivre, et ne pas oublier que le lien a finalement une double acception. Il y a le lien qui unit, et je pense que c'est ce lien-là qui doit, dans la mesure du possible, être prioritaire, et il y a le lien qui entrave. Et celui-ci, il faut peut-être s'en méfier. Alors, pour prolonger un tout petit peu cette gestion de la complexité, voici quelques mots un peu livrés en bataille qui pourraient peut-être servir de point de repère ou de piste de réflexion dans la façon dont vous pouvez incarner ce rôle de parent et d'accompagnateur. Alors j'ai mis la bienveillance, un passage obligé. On pourrait peut-être plutôt dire une attitude à privilégier. Alors bienveillance, entendons-nous bien. Bienveillance, en creux, il y a un autre terme très proche qui s'appelle la complaisance. Or, il faut bien faire la différence. La complaisance reviendrait à dire tout est possible. Hein. Rien ne t'est interdit et la complaisance peut avoir une forme de mensonge, peut prendre la forme du mensonge. La bienveillance, au contraire, va tourner les choses autrement. La bienveillance va plutôt être du côté de c'est possible.
ou la question que j'ai formulée en dessous, la question du pourquoi pas. Parce que bien souvent, quand un enfant formule un début de projet, une idée, on lui assène un pourquoi. Hein. Pourquoi veux-tu faire ça? Pourquoi veux-tu être comédien? Pourquoi veux-tu être chanteur ou chanteuse ou footballeur pour aller un peu dans les clichés? Mais à côté de ce pourquoi qui est légitime, il y a peut-être aussi une place pour le pourquoi pas. Parce que le pourquoi pas, loin d'enfermer, se signale peut-être aussi par le désir du jeune et un désir que l'on reconnaît. Donc, il a aussi sa place dans les échanges, dans le dialogue, Daniel l'a dit tout à l'heure, dans le dialogue que vous pouvez nouer avec votre enfant. Hein, donc, ne pas hésiter, je pense, nous y sommes aussi, nous, confrontés en tant que parents, à renvoyer le jeune à ses souhaits, si souhaits il y a. Les souhaits n'existent pas toujours, hein, et ça, c'est une autre question. Mais l'amener à élaborer et à prolonger un tout petit peu sa réflexion. Lui permettre de rêver. Alors, la question du rêve est un peu d'actualité. Vous savez que une sortie récente de la maire de Poitiers laissait entendre qu'il fallait cesser de rêver sur certains sujets. Or, le rêve fait partie du processus d'orientation. Alors, même si ça peut s'assortir d'un deuil ensuite, il y a moyen de faire quelque chose du rêve. Il y a moyen de le faire évoluer avec bienveillance et encore une fois sans complaisance, parce que le complaisance peut être un traquenard tendu à notre enfant. Dernier point sur cette diapo, on entend souvent dire, et c'est juste, que l'enfant, le jeune, doit être acteur de son choix. Il doit être actif dans ce qu'il fait. Alors, évidemment que c'est un préalable, c'est un impératif, mais on pourrait peut-être y associer là aussi un autre terme pour prendre plus de hauteur. Ce terme, c'est d'être l'auteur de ses choix. Alors, dans un double sens du terme auteur, l'auteur, c'est celui qui s'autorise à, c'est celui qui ne s'auto-censure pas. Hein. Et c'est un phénomène qui est quand même assez fréquent chez les jeunes, qui s'auto-censurent, qui ne se sentent pas capables d'eux ou qui ne veulent pas formuler ce en quoi ils croient. Donc, auteur au sens de celui qui s'autorise, mais auteur aussi peut-être dans une métaphore plus théâtrale, comme celui qui écrit la pièce qu'il va lui-même jouer. Et là, il y a une vraie connivence entre l'acteur et l'auteur. Parce que sinon, on peut être amené dans certaines situations à voir un acteur qui dit le texte écrit par un autre, mais qui ne s'y retrouve pas. Et ça peut sonner faux. Et c'est là peut-être qu'il y a des écueils à éviter. Ces écueils, ça peut s'appeler des projections. Ces projections, c'est les nôtres. Nous en avons tous. C'est important de pouvoir les identifier pour les déverrouiller et ne pas enfermer le jeune dans quelque chose qui entraverait sa liberté et l'empêcherait d'avancer. Donc, cette introspection en tant que parent, elle peut être salutaire, elle n'est pas simple, elle n'est simple pour personne, mais elle peut contribuer à maintenir ce lien et ce fil ténu entre les générations. Alors effectivement, cette introspection n'est pas simple, d'autant que, en tant que parents, nous sommes pris dans cette relation qui nous lie à nos enfants vraiment de très près. Donc évidemment, c'est compliqué de s'apercevoir, de prendre conscience de nos propres projections et aussi
de distinguer ce qui est effectivement de ce lien qui est l'entrave, la deuxième acception du terme lien qui a été évoqué tout à l'heure par mon collègue David. Effectivement, on ne s'en rend pas toujours compte quand on est parent, puisqu'on est bien évidemment toujours à 99,9% pour faire le mieux, ce que l'on croit être le mieux pour nos enfants. Mais voilà, ces écueils, malgré tout, ils sont là et ils sont difficiles à percevoir. Et parfois, on peut s'enliser dans une communication qui se brouille un petit peu avec nos enfants de manière plus ou moins forte. Et à partir de là, il faut se demander avec qui je vais réfléchir. Moi, tout seul, je n'y arrive plus avec mon enfant. C'est devenu trop difficile. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Alors, on a des personnes qu'on a nommées ici dans cette présentation des médiateurs. C'est-à-dire que c'est le rôle qu'ils vont pouvoir endosser. Alors déjà, les professeurs, mais parfois, ils peuvent être impliqués dans cette brouille de la communication que vous pouvez avoir rencontrée avec vos enfants. Donc à ce moment-là, c'est pareil, il faut essayer de comprendre comment cette situation est arrivée, comment on en est arrivé là, et qu'est-ce que le professeur a mal compris, ou qu'est-ce que mon enfant a mal compris. Essayer de lever le malentendu s'il y en a un, parce que bien souvent, ce sont des malentendus, des non-dits. On pense aussi que ce que l'on pense, tout le monde le sait, c'est évident, et donc on ne le dit pas. Là aussi, c'est une façon, il faut exprimer les choses, les faire émerger, et on peut aller donc avoir recours aux psychologues de l'éducation nationale qui, eux, vont peut-être avoir encore un petit peu plus de recul que les professeurs, parce qu'ils ne seront pas liés dans une relation pédagogique. Ce ne sont pas des professionnels que vos enfants croisent tous les jours. Ils vont prendre rendez-vous avec eux pour pouvoir échanger sur une question. Mais vous aussi pouvez le faire, justement, pour prendre ce recul, pour pouvoir être libéré, pour lâcher prise. Bon, j'ai cité l'équipe de direction de l'établissement. Ça dépend évidemment de la question et de la problématique qui vous anime, hein, vous et votre enfant. Ça peut être aussi le conseiller ou la conseillère principale d'éducation de l'établissement. Il y aura encore un autre angle de vision de votre enfant. Au-delà de ces personnels qui sont internes à l'établissement scolaire, plus ou moins internes pour le psychologue de l'éducation nationale, hein. Vous savez qu'on peut le rencontrer dans l'établissement scolaire, mais on peut aussi le rencontrer dans un centre d'information et d'orientation. Le même psychologue peut être rencontré dans les deux lieux différents. Au-delà de ces personnels proches, je vais aussi évoquer d'autres personnels comme les coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc là aussi, tout dépend à quel stade on en est arrivé de décrochage dans la situation que vous vivez. Et encore au-delà, quand on a un enfant qui ne va plus du tout à l'école, qui a complètement décroché, on peut aussi trouver, on peut toujours venir dans un CIO, mais on peut aussi trouver de l'aide et de l'accompagnement auprès des conseillers des missions locales. Ça, c'était pour le avec qui, mais on continue. Je laisse David continuer. Oui, en effet, l'idée de ce avec qui, c'est de vous permettre de mieux identifier des appuis qui pourront, le moment venu, vous filer un coup de main. On appelle ça un peu dans notre jargon des tiers, hein, des gens qui sont extérieurs. Alors, ils sont plus ou moins extérieurs, et c'est bien le sens de la diapo que vous avez sous les yeux. On appelait ça peut-être improprement les facilitateurs. On aurait pu aussi les appeler les éclaireurs. C'est toutes ces personnes qui font partie de l'environnement proche, plus ou moins proche de vos enfants, et qui peuvent poser un regard sur ce qu'il est.
sur ce qu'il sait faire, sur ses talents, sur ses points forts, des points forts qui ne sont peut-être pas identifiés par l'institution scolaire. L'entourage familial et amical a son mot à dire. Les amis vont avoir une perception de l'enfant, de votre enfant, qui peut être intéressant aussi de prendre en compte dans le tableau global que l'on aura du sujet en question. Parce qu'en définitive, ce vers quoi il faut peut-être aller en convoquant les médiateurs ou les facilitateurs. Vous voyez qu'il y a aussi des professionnels rencontrés en stage ou des entraîneurs sportifs, des responsables d'associations. C'est tous ces gens qui vont peut-être être témoins de réussite de vos enfants. Et à partir de ces réussites, on peut construire et on peut avancer. Parce qu'il y a un principe qui est quand même fondamental en matière d'orientation, c'est que pour avancer, il faut avoir, Daniel l'avait dit au début, il faut avoir confiance en soi. La question de la confiance, elle est fondamentale pour pouvoir se projeter. Et si on a une image dégradée de soi-même, il est quand même difficile de pouvoir avancer. Alors, moi, j'ai un souvenir de ma première carrière professionnelle d'une jeune fille collégienne qui semblait n'avoir aucun talent. On ne savait pas trop bien, ni les enseignants, les médiateurs dont on parlait tout à l'heure, ni les parents, ni elle-même, ce qu'elle pourrait bien faire. Et il se trouve qu'un jour, elle s'est signalée lors de la kermesse de l'établissement scolaire comme celle qui avait vendu le plus de petits pains. Elle avait développé, ça paraît peut-être anecdotique, des talents de relation à l'autre. Et on a pu, avec l'équipe, construire, tirer ce fil pour l'amener un tout petit peu plus loin. Voilà. Ça peut passer par ça, ça peut être révélé à d'autres occasions, par le témoignage d'un tonton, d'une tante qui a pu repérer des choses. Donc n'hésitez pas à ouvrir cette question de façon un peu informelle. Il ne faut pas trop la ritualiser, sans doute, pour que des choses puissent se dire et qu'ensuite on les reprenne ensemble. Toujours porté par cette volonté d'apporter du positif. Et là, pareil, il m'est resté une formule d'un grand pédagogue parisien qui enseignait la philosophie dans un grand lycée et qui systématiquement s'obligeait, quand il mettait une remarque sur les copies, à indiquer, il commençait toujours par la même formule, ce qui m'a semblé intéressant dans votre copie, c'est. Et j'ai trouvé ça assez intéressant qu'on s'oblige quelquefois à trouver des points positifs parce qu'il y en a forcément, même s'ils ne se livrent pas aisément. Voilà. Alors, effectivement, pour continuer dans ce sens, je crois qu'il est important de donner des occasions à vos enfants. Bien sûr, il est important d'agir. Vous voyez bien ce titre de l'intérêt d'agir et d'explorer. Il n'existe pas de catalogue, même si l'ONICEP est un bel exemple comment dire, de documentation très, très pointue et complète, mais ça restera toujours difficile de connaître l'ensemble du catalogue pour choisir. Donc, il faut trouver des méthodes. Et ces méthodes, elles peuvent aussi, enfin, ça peut aussi être un petit peu effrayant de se dire: «Je ne vais jamais trouver le métier qui est fait pour moi». Bon, bah, peut-être qu'il faudra s'y faire et se faire au métier qu'on va trouver, mais surtout, l'idée, c'est d'aller découvrir. Aller découvrir, ça ne va pas. Il faut pour que l'enfant ou l'adolescent y aille, il faut qu'il sente que aller découvrir, ça ne va pas, encore une fois, l'enfermer, le lier. En tant que parent, on ne va pas dire dès qu'il aura découvert une première piste: «Ah bah, voilà, c'est parfait, là, tu as trouvé, on est tranquille». Non, non, il faut vraiment laisser ce temps de curiosité
qui se développe et alors évidemment, hein, on l'a évoqué et David l'a bien expliqué tout à l'heure, on a évoqué ces temps de l'institution qui sont comme des couperets, qui arrivent à un moment donné. Pour les parents de lycéens, c'est Parcoursup. Pour les parents de collégiens en troisième, c'est téléservice orientation, puis surtout téléservice affectation. Donc ça arrive à un moment donné, effectivement. D'où l'importance de traiter ce sujet par petites touches, comme l'a évoqué mon collègue, sans que ce soit un rituel, sans que ce soit bon, maintenant on se met autour d'une table et on décide. Non, c'est des petites choses et qui laissent la porte ouverte. Je crois que je l'aurais dit, si je ne l'ai pas dit 100 fois déjà, mais voilà, c'est cette importance-là. Et aussi d'aller pousser des portes. Donc on ne s'engage pas si on va faire un stage de découverte dans une entreprise. On peut aller en faire plusieurs. On peut découvrir d'ailleurs que selon l'environnement, ça sera pas forcément, le métier ne sera pas vécu de la même manière. On peut faire des visites d'entreprise virtuelles. On en est réduit beaucoup à ça ces 2 dernières années, mais ça s'est beaucoup développé. Donc ce travail-là est important, mais il est toujours important dans cette bonne distance qui a été évoquée également par David tout au début de la présentation. Voilà, on propose des possibilités en tant que parent, on offre des possibilités de découverte, ensuite des possibilités d'échange, et entre les deux, une zone de liberté, d'appropriation de la question de son orientation. Et le maître mot, ça reste dialogue, et je laisse la place à la diapo suivante. Alors, en effet, on s'est un peu penché sur comment réfléchir, sur la nécessité d'agir. Et Daniel a donné quelques exemples concrets parce qu'on découvre aussi en faisant, en rencontrant des gens, en étant en situation. Mais nous, notre objectif là ce soir, c'est à la fois de vous proposer une approche réflexive, mais aussi une approche pragmatique. Et on a bien conscience que vous avez besoin, et c'est normal, d'outils, de documents auxquels vous pourriez vous référer pour prolonger les échanges de ce soir. Et on a donc souhaité, et on vous l'a fait parvenir dès ce matin dans le courrier d'invitation, un petit guide interactif dans lequel nous avons sélectionné des ressources qui sont surtout les ressources de l'ONICEP, puisque l'ONICEP a une politique très volontariste pour aider les parents dans leur mission, dans leur rôle d'accompagnement. Et donc, nous avons fait figurer dans ce document interactif, auquel vous accéderez par le lien qui vous a été envoyé ce matin, des outils triés sur le volet, à la fois des vidéos, des quiz, des documents numériques aux différents paliers d'orientation. Moi, je vous invite à en prendre connaissance, peut-être pas tout lire, mais aborder ça comme une excursion où vous allez y jeter un coup d'œil de temps en temps. Vous pouvez aussi, puisque c'est un des aspects que nous avons mis en avant, suggérer à votre enfant de découvrir des ressources en autonomie, hein, qu'il découvrirait lui-même. Et ça n'empêche pas, je crois, là c'est pareil, il faut en faire des occasions d'échanger librement, peut-être lors d'un repas, sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a retenu lors de cette prise d'information. Et vous pourrez confronter ce qu'il a retenu lui, ce que vous avez vu, vous, sur un même document. Donc là, vous avez un petit florilège. Moi, je vous invite à en prendre connaissance quand vous le souhaiterez.
Et j'en profite aussi au passage pour vous dire qu'il faut quelquefois se méfier des vendeurs de rêves et des solutions clés en main. Elles n'existent pas. Sinon, ça se saurait et certains auraient fait fortune avec ça. Donc, il y a une part d'incertitude, il y a une part de doute. Mais là, on vous a fait une petite sélection qui peut vous permettre d'avancer et de creuser le sujet sur des supports d'ailleurs différents. Et nous avons aussi mis en avant, et je crois que ça c'est très important, quand on évoquait tout à l'heure la question du tiers, la possibilité d'aller dans des CIO où il y a des professionnels, donc les psy-EN, dont a parlé Daniel tout à l'heure. Vous avez là la liste des CIO de l'Académie de Strasbourg, avec des rencontres physiques, en présentiel, ça finira bien par revenir. Et il y a une autre formule développée par l'ONICEP qui s'appelle Mon orientation en ligne, qui permet de poser des questions en ligne. Donc, c'est un système qui a fait ses preuves. Si vous en ressentez le besoin, si la rencontre avec un conseiller ne vous convient pas dans l'immédiat, vous pouvez passer par cette interface. Moi, je reste quand même un grand partisan de la rencontre avec un professionnel dans un lieu dédié pour mettre à plat les différentes questions qui vous agitent ou qui agitent votre enfant. Voilà, donc là, vous avez un petit récapitulatif de ressources qui pourront vous être utiles. Voilà, merci. maintenant, ouais, Oui, Daniel. merci David, merci Daniel pour votre exposé qui était très complet. Donc, je vous invite maintenant à poser vos questions si vous en avez donc dans le chat. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Nous avons un tout petit moment donc pour répondre à vos questions. Donc, si vous souhaitez donc prendre la parole à l'oral, donc n'hésitez pas donc à vous signaler ou à écrire votre question donc dans le chat. Alors vous êtes encore très nombreux hein, puisque vous étiez autour de 150 donc à assister à cette conférence. Donc une question, allez-y. Je voulais savoir si tous les établissements scolaires sont dotés d'un psychologue. Dans mon expérience du coup de parents, ce n'est pas une offre qui nous est présentée en début d'année. Alors, les établissements scolaires, les psychologues de l'éducation nationale ne sont pas assez nombreux pour tous les établissements scolaires, mais ils le sont pour couvrir en tout cas tous les établissements publics. Donc, en principe, dans tous les collèges et lycées publics, vous avez un psychologue de l'éducation nationale qui n'est pas là à temps plein. Hein. Il partage, comme je l'ai évoqué, son temps entre plusieurs établissements et le CIO, où effectivement, ils ont aussi plusieurs demi-journées où ils accueillent en présentiel, même en ce moment, pas en établissement, évidemment. Pour l'instant, là, c'est par téléphone ou par visio. Mais voilà, normalement, il devrait y en avoir un dans votre établissement ou une. D'accord, merci, je vais me renseigner. Moi, j'ai une question à propos de mon fils. Il a 12 de moyenne générale et le conseil de classe a des doutes sur son orientation en seconde générale. Alors moi, ça me laisse perplexe, hein, parce que je trouve que 12 de moyenne générale, c'est bien. Alors, peut-être une réflexion, même si je suis moins bien placé que Daniel pour répondre. Ce genre de questions, vous êtes très nombreux à en poser et je pense qu'il est important d'échanger et de mettre ça à plat avec quelqu'un d'extérieur. Je crois que le psychologue de l'établissement ou le psychologue en CIO peut essayer peut-être
de mettre en perspective ce 12, parce qu'un 12, finalement, en valeur absolue, ça signifie pas grand-chose. En valeur absolue, c'est pas mal, mais comparé au reste de l'établissement ou aux autres classes, ce n'est pas toujours suffisamment éclairant. Donc voilà, moi, là, c'est typiquement le genre de question qui nécessite la sollicitation d'un tiers, selon moi. Merci. Je peux peut-être juste me permettre d'ajouter une petite précision. C'est vrai que après, vous pouvez avoir aussi la volonté d'une équipe éducative comment dire, de pousser un enfant à aller au-delà, à améliorer encore ses résultats pour être plus à l'aise. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure les craintes des parents, mais les professeurs partagent des craintes également quant au devenir de leurs élèves. Et donc, quand ils peuvent exprimer ce genre de remarques et d'observations, ça peut vouloir dire qu'ils pensent que votre enfant pourrait améliorer encore ses résultats et qu'en lui disant que ce n'est pas suffisant, ça va le pousser. C'est une éventualité, c'est possible. C'est une technique de dévalorisation, ça me choque toujours un petit peu qu'on dise à quelqu'un « t'es nul » pour le pousser à faire mieux. Bon, mais j'ai compris le message. Malheureusement, ça peut arriver. Ça peut arriver d'y croire. Alors, Daniel, Graziana, on ne t'entend pas. Moi, peut-être que là, il y a beaucoup de questions. Oui. Elles sont toutes d'ailleurs très intéressantes, hein. On ne pourra malheureusement pas répondre à tout. Alors, peut-être que je vais réagir à l'une ou l'autre là que je vois défiler. Il y avait notamment cette question de quand commencer la réflexion sur l'orientation, hein. Est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'il y a un niveau? Alors, moi, je dirais que je répondrais peut-être un peu par l'absurde en disant il faut surtout pas attendre le dernier moment pour s'en préoccuper. Ça ne veut pas dire qu'il faille en faire, c'est ce qu'on a dit dans notre exposé, un point de crispation dès l'école primaire ou dès l'année de sixième. Mais nous évoquions tout à l'heure la question des rêves. En sixième ou même en CM2, on peut, sans crainte, interroger cette question des métiers et de l'avenir et voir un peu comment le jeune, votre enfant, se projette, voilà, et voir ensuite comment ça va cheminer. Donc, moi, je le situerais volontiers. D'ailleurs, je fais cet exercice avec ma fille qui est en sixième. Voilà. Donc, comme ça, j'essaye de le faire, de m'appliquer aussi ce que je vous conseille. C'est d'avoir une petite musique d'ambiance autour de ces questions d'orientation, ces questions de métier, quel métier qui te plairait, qu'est-ce que tu en penses, qu'en pensent tes amis, dans quoi tu te verrais. Voilà. Et l'institution, elle, de toute façon, au fil du temps, elle fera entendre sa voix. Donc, c'est bien d'avoir pu réfléchir déjà un peu à ce qu'on aime, à ce dans quoi on est en réussite, sans en faire une pression. Voilà, ça, c'est des petites réflexions. Alors, pour David, peut-être une autre question. Quelle démarche pour visiter des entreprises de façon virtuelle? Alors, là, je crois que la région a mis en place pas mal de dispositifs pour faciliter la visite en entreprise, la visite de façon virtuelle. Je pense aussi qu'au sein des établissements scolaires, certains enseignants doivent être en mesure de donner des pistes, on doit avoir des contacts pour aller un peu plus loin. Moi, je dirais, quand même, que dans les mois à venir, le retour à du présentiel, à une visite sur le terrain est peut-être souhaitable et peut faire du bien psychologiquement aux élèves qui ont besoin de renouer avec la réalité dans ce qu'elle a de plus tangible.
Je me permets de rebondir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend maintenant. Oui. Je voulais juste rebondir sur ce que vous veniez de dire. Alors déjà, en préambule, je voulais vraiment vous remercier. En tout cas, l'histoire des hérissons, ça va me faire beaucoup de bien parce que je trouve que je me reconnais complètement là-dedans. Mais pour être un peu plus sérieuse, vous avez parlé tout à l'heure de l'intérêt d'agir et d'explorer, et vous avez parlé de stages de découverte et de chambres consulaires. Et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et comme mon fils est en seconde actuellement et qu'il n'a pas pu faire son stage de troisième au vu de la situation que l'on connaît, du coup, il n'a jamais mis un pied dans quoi que ce soit. Et est-ce que ce serait une possibilité? Tout à fait. Tout à fait. Les chambres consulaires, c'est la chambre de commerce et de l'industrie, c'est la chambre des métiers, c'est la chambre de l'agriculture. Et ces chambres, donc, ont des sites sur lesquels vous pouvez trouver des formulaires qui permettent des conventions de stage. Donc, ce sont des stages de découverte qui ne peuvent pas excéder 5 jours et qui ne peuvent se faire que pendant le temps des congés scolaires. C'est-à-dire qu'une convention, c'est une assurance, hein, donc les chambres ne vont pas assurer vos enfants pendant leur stage sur un temps où ils devraient être à l'école, mais sur le temps des vacances scolaires. C'est tout à fait possible. En ce moment, je vous avoue que ça dépend des entreprises. Ça continue à fonctionner dans les entreprises qui fonctionnent, mais parfois elles peuvent être un petit peu frileuses selon les règles, les consignes sanitaires qu'elles doivent mettre en œuvre. Donc, ça veut dire que nous, en tant que particuliers, sans passer par l'institution du lycée ou du collège, on peut faire une démarche proactive dans ce sens. Absolument. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et les chambres sont d'ailleurs en demande de ce genre d'initiative, donc n'hésitez pas à les consulter, à aller les voir, aller sur leur site. C'est des expériences qui peuvent être bénéfiques dans la maturation du projet. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de recette miracle sur ce sujet. On joue tous un peu aux petits chimistes. Il faut tenter des choses. Quelquefois, ça va marcher avec certains, pas avec d'autres, mais en diversifiant les approches, en les articulant aussi, parce que sinon, ça devient un peu anarchique. Ça peut déboucher sur un déclic. Et là, vous avez, dans le soutien que vous pouvez apporter à votre enfant, vous avez peut-être un rôle à jouer, hein. Soutenir cet élan et cette démarche. Alors, une question par rapport à une démarche qui ressemblerait à un bilan de compétences adapté à un public jeune. Je pense que Madame Podmilzac peut répondre. Comment faire émerger des idées personnalisées pour aider les jeunes à mieux se connaître, à mieux se cerner? Alors, bon, je vais répondre je vais décomposer la réponse. Déjà, un bilan de compétences, c'est vrai que c'est un outil qui s'adresse à des personnes qui ont déjà un parcours derrière elles. Alors, pour des jeunes, des ados, le parcours est beaucoup plus court, donc on n'y passera pas le même temps et on va plus interroger des intérêts, des traits de personnalité. Donc, bon, l'entretien, c'est déjà un bon outil, mais parfois cet entretien peut nécessiter de trouver une accroche et nous utilisons des questionnaires d'intérêt informatisés ou papier, ça dépend des praticiens, des collègues, de leur habitude. Effectivement, il peut y avoir ce genre de bilan, alors de bilan et de suivi qui peut prendre au CIO de Strasbourg, en tout cas, je ne peux pas parler au nom de tous, mais ça peut prendre 2 ou 3 ou 4 rendez-vous s'il le faut. Voilà, ça arrive, mais souvent 2 rendez-vous, ça peut permettre de creuser un petit peu si on ne trouve pas par quel bout attraper le fil du projet et des envies d'un jeune. Alors moi, j'interviens là, je suis une participante et moi j'ai entendu parler de l'association Ce que je veux faire plus tard. Et c'est une association qui pendant une semaine accueille des groupes d'enfants de la 3e jusqu'au lycée
et sur lequel ils vont faire des activités justement pour se découvrir, pour savoir qui ils sont. Et pour certains, ça va être un déclic vers un projet professionnel, vers un sens de la scolarité. Alors moi, je m'étais renseignée pour mes enfants, mais effectivement, avec le confinement, ce n'était plus possible. Mais voilà, pour ceux qui ont envie d'accompagner leurs enfants, les aider qui cherchent par eux-mêmes, à la place du bilan de compétences, moi, j'avais pensé à cette association, ce que je veux faire plus tard. Merci. Merci, comme quoi les tuyaux fonctionnent dans les deux sens. Ce que vous illustrez aussi là, madame, c'est l'émergence grandissante à la fois d'associations, voire de start-up qui essayent de proposer des solutions pour penser l'orientation un peu autrement, pour affiner les choix. Donc là, ça fait aussi appel à votre esprit critique en tant que parent pour démêler le bon grain de livret et voir si, dans la proposition qui vous est faite, certaines sont excellentes, hein, cela peut correspondre aux appétences de votre enfant, à votre sensibilité à vous. Et comme je disais tout à l'heure, ou alors, est-ce que ça ne relève pas de ces vendeurs de rêves qui vous promettent en 2 jours de temps un projet ficelé? Voilà, il s'agit d'être vigilant et éveillé par rapport à ces questions, mais il y a sur la place des propositions tout à fait intéressantes, hein. Moi, j'ai entendu parler de l'association via la revue Kaizen, avec le hors-série pour une adolescence joyeuse, construire un autre monde pas à pas. C'était là que j'avais trouvé le nom de l'association. Bien, merci madame. J'ai vu qu'il y avait des questions sur l'importance du lien, parce c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur ce lien, donc il ne faut pas non plus, comment dire, ni le mystifier complètement, Ni le mythifier. Oui, c'est ça, ni le diaboliser. Voilà, évidemment, ce lien, il est important, oui, et nous le vérifions régulièrement dans notre pratique et dans les études qui sont faites, que ce soit au sujet de l'orientation ou d'autres sujets dans le domaine de la psychologie. Mais pour autant, ce lien, il est difficile de l'observer quand on est pris à l'intérieur, forcément. Donc, il ne faut pas se méprendre non plus. Il ne faut pas, comment dire, se crisper par rapport à cette question. On va peut-être prendre une question qui est pratique, mais qui peut concerner beaucoup de personnes, c'est-à-dire c'est la peur du décrochage scolaire. Comment faire reprendre confiance à quelqu'un qui a peur du décrochage scolaire? Je crois que la situation actuelle avec le Covid renforce peut-être cette situation parfois. Donc, est-ce que vous avez une petite idée? L'un ou l'autre? Je suis toujours tentée par le dialogue. Le décrochage scolaire, ça signifie que on ne trouve plus d'intérêt à ce qui se passe à l'école parce qu'on se sent dépassé, on a l'impression qu'on n'arrive plus, donc on va s'absenter. Alors s'absenter, ça peut être une absence réelle, physique, hein, ça peut être aussi une absence parce qu'on part dans ses rêveries et on va s'absenter 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis on aura perdu pied et on n'aura pas le courage. Alors, c'est peut-être pas le mot que je voudrais employer, mais c'est celui qui me vient, de revenir et d'aller dire, ben oui, là, j'ai loupé quelques cours, comment je fais pour revenir? Parce qu'on se dit que le professeur va nous juger, nous déjuger, et donc ne va pas nous tendre la main. Et je pense que c'est bien souvent pas le cas. Je pense que ce qui peut dénouer ce genre de situation, c'est d'aller rencontrer le professeur et de lui en parler, de lui dire, voilà, là j'ai été débordée, j'ai été dépassée par mes angoisses et j'ai plus réussi à travailler. Maintenant, j'aimerais reprendre pied. Et peut-être que pour ça, les parents ont un rôle aussi à jouer dans l'accompagnement de leurs enfants, parce que c'est une démarche qui n'est pas forcément facile. Je ne sais pas ce que tu en penses, David.
c'est vrai que la question des risques de décrochage, elle est au cœur de l'intervention de ce soir. Elle signerait presque l'échec de ce qu'on essaye de mettre en place. Selon moi, aussi longtemps, je distingue souvent deux termes, la notion de confrontation et la notion d'affrontement. Aussi longtemps qu'on peut être avec son enfant dans une logique de confrontation d'idées, quand on peut voir un peu, élucider le malaise qui le gagne ou les questions qu'il n'arrive peut-être plus à formuler, le lien est maintenu. Et si ce lien ténu est brisé, c'est là qu'on peut rentrer, c'est dans le deuxième terme, c'est l'affrontement. Donc la frontière est vraiment fine entre les deux, mais d'expérience, parce que c'est aussi une question qui a été posée tout à l'heure, je l'ai vu dans le fil de discussion, voilà, d'expérience, aussi longtemps qu'un jeune reconnaît qu'il y a une volonté sincère de la part de l'adulte de l'aider, de faire une place à son désir, même si ce désir est déraisonnable, bah, le lien est tissé et on peut construire quelque chose. Alors quelquefois le tiers, il peut aussi être, moi je l'ai vécu, c'est aussi l'occasion peut-être d'en parler, le tiers ça peut être un questionnaire d'auto-évaluation, puisque je l'ai vu tout à l'heure, dont on peut se servir ensuite comme un outil de médiation. Parce qu'il y a des jeunes qui n'arrivent pas à dire voilà ce qui m'intéresse pas. Donc on peut leur proposer cet outil, non pas comme une fin en soi, mais comme un objet autour duquel on va se retrouver, on va discuter. Et ça peut libérer la parole. Hein. Ça, c'est ce genre de petit truc qui peut ensuite permettre de relancer une dynamique. C'est pas magique, hein, c'est pas garanti, mais ça peut se tenter. Alors, une dernière petite question peut-être par rapport à l'adolescent en situation de handicap. Donc, comment faire donc, pour que son avenir soit quand même quelque chose de favorable, de positif? Quelques pistes? Alors, actuellement, on essaye, hein, on a certainement beaucoup de retard par rapport à d'autres pays, d'être dans une école inclusive et dans un environnement de l'emploi inclusif par rapport aux personnes relevant du handicap. C'est pas encore formidable, c'est pas encore gagné sur tous les plans, mais c'est en forte progression. Donc, je crois que, en tout cas, pour ce qui est de l'orientation, la question, elle est abordée de la même manière. Alors, il y a peut-être simplement des précautions supplémentaires qui sont prises. Tout va dépendre du type de handicap aussi et du besoin d'aide de personnes d'AESH. Hein. Ça, il va falloir le prendre en compte, mais on va essayer de faire en sorte que toutes les orientations soient possibles. Je vois par exemple dans la voie professionnelle après la troisième, on peut rentrer dans n'importe quel CAP, dans n'importe quel bac professionnel, alors avec des petites restrictions par rapport au nombre, c'est-à-dire que une classe ne va pas pouvoir accueillir autant de jeunes relevant du handicap qu'il y aura de demandes, parce que justement pour être accueilli dans de bonnes conditions, il faut être attentif au nombre, parce que ça veut dire aussi une personne qui accompagne physiquement l'enfant, donc ça peut être un petit peu compliqué, mais en tout cas, on tente autant que possible d'être dans l'école inclusive. Ouais, moi, j'ai le même sentiment que Daniel. Moi, j'ai eu l'occasion de mener un projet avec la mission handicap de l'université. Alors, ça vous concerne peut-être moins directement, ou certains d'entre vous. Je peux vous assurer qu'il y a là un dynamisme, un élan, une volonté de prendre en compte ces élèves à besoins particuliers, que j'ai trouvé tout à fait remarquable. Donc, il y a sans doute encore des marges de progrès, mais il y a une sensibilisation à ces questions qui est tous azimuts.
Et je sais que par exemple qu'à l'ONICEP, il y a une chargée de mission nationale sur ces questions de handicap. Il y a des outils sur le site onicep.fr. Je pense, même si ça reste électif ou ça reste un peu dépendant du type de handicap, Daniel l'a dit, qu'il y a une volonté d'une école plus inclusive et plus respectueuse de la différence. Enfin, moi, c'est des observations qui n'ont rien de scientifique dans le cadre de projets menés, mais j'ai été très agréablement surpris. Merci. Y a-t-il encore une question? Quelqu'un veut-il encore intervenir? Je vais peut-être juste dire un mot parce que j'ai vu passer un certain nombre de questions plus personnelles et j'ai aussi une pensée pour ces parents qui vont peut-être se sentir frustrés à l'issue de cet échange. N'hésitez pas à aller dans les établissements, rencontrer le psy-EN avec votre enfant seul ou dans les CIO. C'est dans cet espace-là, avec des professionnels compétents qui ont une vision un peu périphérique ou panoramique du sujet, que vous pourrez peut-être avancer et trouver des éléments de réponse. Donc, c'est plus dans ce cadre-là que vous trouverez matière à aller un peu plus loin. Alors, je vous ai mis dans le chat également un lien pour que vous puissiez répondre à un questionnaire pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cet événement, de cette soirée, afin donc de reconduire éventuellement l'événement ou de nous améliorer. Donc, merci d'avance pour vos réponses. Donc, merci à nos deux conférenciers donc, pour leurs informations et leurs conseils. Et merci à tous d'avoir participé donc aussi nombreux à cette soirée, à une heure qui normalement est consacrée à autre chose. Hein. Merci à tous et peut-être une prochaine. Et n'hésitez pas donc à reprendre contact avec les services d'orientation, donc comme vient de le dire David. Et je rajoute que l'ONICEP va diffuser à partir du mois prochain une lettre mensuelle destinée aux parents que vous retrouverez sur leur site. Et donc là aussi, vous aurez également des informations. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.